Rebonjour, le plaisir d'annoncer la troisième séance de ce colloque, on a dit modalité et recherche cognitive en Méditerranée. Cette séance se place sous le signe, ou disons sous l'intitulé de grammaire musicale, de tradition musicale profane du Mashriq. Elle est présidée par Madame Feriel Bouhadiba de l'Université de Tunis. Rapidement, c'est quelques informations sur Madame Bouhadiba. Elle est musicologue, enseignante à l'Institut supérieur de musique de Tunis et à la Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis. Membre du laboratoire de recherche en culture, nouvelles technologies et développement de l'Université de Tunis. Chercheur associé au Centre de recherche et tradition musicale de l'Université Antony. Elle est responsable de la recherche et de l'édition dans l'association Concept et Questions d'avenir en Tunisie. Et vous êtes une amie très chère de notre faculté, de notre université, et nous sommes très heureux que vous présidiez cette séance. À vous la parole. Je disais que je suis très heureuse d'être parmi vous, même si j'aurais souhaité que la caméra fonctionne, mais bon, elle ne marche pas pour le moment. Donc, je voulais tout d'abord remercier Nidé pour cette initiative et pour le travail remarquable qu'il effectue. Et je voudrais également exprimer toute ma solidarité avec le Liban pour tout ce qu'il vit actuellement et pour toutes les difficultés qu'il traverse avec grand courage. Nous allons donc initier cette séance qui s'intitule « Grammaire musicale de tradition musicale profane du Mashriq », donc durant laquelle nous allons écouter Monsieur Hayef Yessine, Monsieur Rassen Sahab et Madame Marie-Thérèse Semam. Donc, nous allons commencer par la communication de Monsieur Hayef Yessine, intitulée « La diatonisation des échelles modales alsaliennes au Liban en tant qu'expression du darwinisme musical caractéristique de la globalisation ». Donc, Monsieur Hayef Yessine est maître de conférences de musique et musicologie et chef du département de musicologie générale des traditions à la faculté de musique et musicologie de l'Université Antonine. Il est chercheur au Centre de recherche sur les traditions, au CRTM donc. Je lui cède donc la parole. La diatonisation des échelles modales alsaliennes au Grand Liban en tant qu'expression du darwinisme musical caractéristique de la globalisation. Introduction. En employant la métaphore phonologique en musique, la sémiotique modale approche l'échelle d'un monde en tant qu'alphabet mélodique ou segment d'alphabet mélodique, à partir duquel s'élabore l'énonciation musicale inhérente à ce monde. Or, l'ossature alsalien ou genres alsaliens, à base de secondes moyennes et de secondes majeures, constitue le type d'alphabet mélodique prédominant pour les modes de la tradition musicale populaire libanaise et plus généralement pour les modes des traditions d'Asie occidentale. Cependant, depuis le milieu du XXe siècle, une tendance à la diatonisation a émergé dans l'interprétation des séquences musicales traditionnelles au Liban et dans de nouvelles compositions folklorisantes. Elle consiste à remplacer l'alphabet alsalien par un alphabet diatonique. Cette communication propose une approche sémiotique de la diatonisation des alsalisations intervenues dans l'interprétation du corpus musical traditionnel libanais au cours des 100 dernières années. Les musiques du Grand Liban. Lorsque la France instaure en 1920 le Grand Liban, ce projet procède du collage géopolitique des régions citadines et rurales contiguës du Liban. De même, en est-il de l'essor de la vie musicale de cette nouvelle entité, qui s'identifie à la mise en place d'un patchwork de plusieurs pratiques musicales traditionnelles liées à des groupes communautaires. Ces pratiques se trouvent en outre progressivement confrontées à l'introduction à Beyrouth de la musique d'art européen que promeut la puissance mandataire et qu'adapte la frange bourgeoise de la société libanaise. Des promesses de métissage musicaux exogènes se déploient alors sur ce territoire, avec des dommages esthétiques souvent problématiques, qui vont aboutir à long terme à des échecs similaires à ceux qui ont entaché le devenir politique du Grand Liban, jusqu'à son effondrement un siècle plus tard. Créolisation. En fait, ce processus de métissage musical sont similaires au processus de créolisation. Or,
on adopte métaphoriquement la tripartition saussurienne des phénomènes linguistiques. La sémiotique modale considère la musique comme un langage, compétence humaine commune qui permet de s'exprimer et de communiquer à travers des systèmes de sons mélodiques organisés. Ces systèmes se déclinent selon 3 systèmes ou langues: monodique modal, monodique pentatonique et harmonique tonale, dotés de dialectes qui sont autant des traditions partageant le même système mélodique. C'est dans cette optique modale qu'identifie les phénomènes d'interaction acculturative entre les dialectes musicaux comme relevant de processus de créolisation. Lorsque le métissage opère entre des dialectes de même langue, la créolisation est dite interdialectale, intrasystémique ou endogène. Lorsque la créolisation opère sur 2 systèmes linguistiques différents, la créolisation est dite intersystémique ou exogène, qui aura toutes les chances d'aboutir à des énoncés en patchwork anecdotique. Diatonisation et désalsalisation. Ce que cette communication cherche à évaluer, ce sont les conséquences systématiques, mélodiques, que peut avoir sur la phonologie musicale d'un dialecte traditionnel libanais de la langue monodique modale, l'appliquant des schémas grammaticaux empruntés au système harmonique tonal. Cette évaluation concerne principalement la phonologie musicale structurale de surface qui s'intéresse aux échelles au alphabet des mondes, les phonèmes mélodiques étant intégrés dans la double articulation du langage musical. Or, le type phonologique prédominant en Asie occidentale et particulièrement au Liban est le type zalzalien, caractérisé par l'agrégation de secondes moyennes de secondes majeures. Mais ce type est étranger au système harmonique tonal, associé au type phonologique diatonique. Il en résulte que c'est précisément ce caractère phonologique important qui est impacté en premier lorsque des musiciens du Grand Liban de Wadi Sabra, aux frères Asi et Mansour Rahbani, élaborent des créolisations musicales en harmonisant des chants traditionnels populaires de diverses régions libanaises. La première conséquence phonologique de l'harmonisation des legs musicales du Grand Liban est donc la tendance à ce que nous nommons diatonisation, qui consiste à remplacer dans l'alphabet alsacien certains degrés par leur homologue dans l'alphabet diatonique correspondant pour les besoins de l'harmonie verticale. En phonologie mélodique, ce processus est considéré comme une altération ascendante ou descendante de la hauteur de chaque phonème zalzalien mi, si, la, demi-bémol, qui est rehaussé ou abaissé de près de 55, l'équivalent approximatif d'un quart de ton, quantité excédant les marges de la fluctuation allophonique mélodique de ces phonèmes, qui est de 25 cents, et qui permet d'assimiler ces changements de hauteur et de variation d'un allophone à l'autre d'un seul et même phonème. Cependant, la conception théorique moderniste amène à considérer cette altération de 50 cents comme procédant de la fluctuation du phonème entre plusieurs valeurs allophoniques, comme le mi bécase darlinien, intonation dite juste, qui est considérée ainsi comme une sorte de correction allophonique du phonème mi demi-bémol, visant à son intégration dans un accord harmonique, et ce, en vertu de la grande mobilité supposée de ce degré considéré comme n'étant pas fixe, pas plus rationnel ou naturel, par les tenants de modernistes musicaux depuis Wadi Sabra, qui veulent ainsi permettre l'harmonisation du répertoire traditionnel en tant qu'inscription dans une logique universaliste et progressiste. Ce processus est similaire à ce qui ont observé dans les franges modernistes occidentalisées de la musique ottomane et de toutes les traditions musicales ecclésiastiques d'Asie occidentale et de Méditerranée. Les théoriciens modernistes de ces traditions trouvent généralement la légitimation d'une telle diatonisation dans la théorie de la résonance et adoptent cette sorte de vision d'harmonisme de l'histoire des arts. La diatonisation de 3 célèbres chants traditionnels du Grand Liban est analysée ici en recourant à la théorie des cordes de main de Dom Jean Clèbre, adoptée au système zalzalien par la sémiotique modale. À Rosanna.
Le cas d'Arosana en Mandrast est célèbre, au Levant depuis plus de 100 ans. Le premier enregistrement est réalisé par la chanteuse beyroutine Hasiba Mouchi vers 1908. On écoute. La composition est de facture simple, est inscrite dans la pentacorde matricielle zazalienne do ré mi do mi bémol fa sol, qui est transposable sur divers hauteurs et en divers registres, ici sur fa. Cette mélodie souligne les décrets du noyau transmodal zazalien, composé de deux tierces moyens, fa la de mi bémol et la de mi bémol do. Ce noyau est précisément le noyau principal, degré du rang impair, du mode M Okosana de cette monodie. Les autres degrés du rang pair constituant le noyau secondaire. Noyau principal alpha, c'est fa la de mi bémol do. Noyau secondaire bêta, c'est mi de mi bémol sol si. La monodie commence par une récitation sur la faute mère zazalienne, mi de mi bémol transposé sur la de mi bémol, puis opère une descente sur l'appui inférieur fa de la corde mère la, qui transforme cet appui en finale en vertu du processus de descente de la finale, décrit par Don Juan Clerc. Ces processus sont fréquents dans la mélodie type des hymnes syriaques maronites et des chants traditionnels populaires libanais. Il convient de noter que la variante de ce chant, adoptée par les frères Rahbani et chantée par Fayrouz, est très proche par son caractère de celle enregistrée par Hasiba Mouchi. Or, le compositeur libanais, moderniste occidentaliste Odier Tabra, emprunte d'harmoniser cette mélodie. À la même époque, il en propose en fait 12 variations pour piano qu'il publie vers 1913. En examinant l'exposition du thème de cette variation, celle-ci apparaît comme une harmonisation de la mélodie du cadre rosanien qui la diatonise complètement et la ramène tout bonnement à la tonalité de sol majeur. Le traitement harmonique est rudimentaire, faisant un simplisme naïf. Ce traitement se tient compte ni de l'échelle modèle zazalienne, ni de la modalité formulaire bipolaire caractéristique des timbres du Levant, avec son jeu modal sous-jacent génératif qui oscille entre noyau principal et secondaire, et engendre des modalités sémantiques qui sont tendrement la signification endosémiotique mélodique de cette pièce. On écoute la percussion de Odessa. Bien entendu, les 12 variations qui suivent vont tenter de compenser cette déperdition par des exercices compositionnels scolaires issus dans les leçons prises par Sabra au Conservatoire de Paris. Yarzaïl, le célèbre chant traditionnel populaire libanais, à refrain et couplet, présente plusieurs variantes traditionnelles. La première variante est enregistrée vers la fin des années 1930 par la chanteuse Alia Munzer al-Atrash en mode siga. On écoute. La mélodie est construite dans le pentacode
matriciel zalzalien en tant que récitation sur la corde mère zalzalien Mi, avec un processus de montée de la teneur sur la corde d'appui supérieur Sol qui accompagne un appui sur Do. Une autre version zalzalienne de ce chant a été enregistrée par la chanteuse libanaise Laurette Kairouz, connue sous le pseudonyme Nahawand, dans les années 1950. On écoute. يا معذبة يا زي يا ابو لهيبة يا هاوي يا معذبة يا بنية وقت البارد يكفي طي العذاب. La même version, qui est très célèbre, est chantée par la plupart des chanteurs traditionnels. On peut l'écouter aussi également par une chanteuse populaire s'appelle Nawal Zabi. On écoute. ويا غزيل يا ابو العيبة ويا غاوي ويا معذبة ويا بني هاتي الفرس والبارود والعيبة. Le cadre mélodique est le même que pour la première variante, avec récitation sur la corde zalzalienne Mi, et une montée actuelle de la teneur sur la corde d'appui supérieure Sol, mais avec un mouvement initial ascendant symétrique de celui de laquelle commence la première variante. D'autres variantes traditionnelles zalzaliennes seront étudiées dans l'article, mais il reste que les frères Rahbani ont mis au point dans les années 1960 une variante de ce chant qui est proche par sa formulation de la variante enregistrée par Nahawand, mais qui emploie un système scalaire diatonique. En fait, une telle transformation modale est compatible avec des évolutions observables sur le chant traditionnel du Levant, et elle n'est pas sans rappeler le processus de transposition de la cellule mère Mi sur Fa, tout en conservant Do comme corde d'appui inférieure. Ce processus appliqué à la version Laurette Kairouz Nahawand du chant Yarzaïl permet l'engendrement d'une variante en mode Jhak. D'une variante en mode Jhak. Voilà. Si le pentagone de base de cette variante est en mode Jharka et diatonique, la mélodie est supposée employer la hauteur mi de bémol dans ses descentes sur la finale. Ce n'est cependant plus le cas dans la variante entièrement diatonisée, mise au point par les frères Rahbani, apparemment dans le but de l'harmoniser. Immortalisée par Kairouz, cette variante est devenue la référence pour le public, reprise d'une manière complètement occidentalisée par divers ensembles, comme le groupe Joussour, qui ont fourni une sorte de remix latino. On écoute. يا غزيل يا ابو الهبه يا هاوي يا معذبه يا ام الجمل ممسوجه تشبه غزلان الروبه يا غزيل يا ابو الهبه ورحب كينوها رحيبه شربت مي من ايدي عيوني ما يابا اوف يابا اوف يابا اوف يا هلا. Bint al-Shalabiya, un processus complètement similaire, est à l'œuvre dans la théâtrisation de la chanson traditionnelle citadine Bint al-Shalabiya, enregistrée dans les années 1920 en mode siga par le chanteur beyroutain Fajalla Bayra. Est devenue, sous les mains des frères Rahbani, une chanson en do mineur qui relève le style cubain cha-cha-cha. On écoute la version par Fajalla Bayra.
Maintenant, la version donnée par les frères Rahdani et chantée par Férouz. بنت الشلبية عيونها لهية حبك من قلبي يا قلبي انت عينيا حبك من قلبي يا قلبي انت عينيا حد القناطر. Conclusion. Les compositeurs modernistes ont beau expliquer le recours au processus de diatonisation des échelles zalzaliennes, le chant traditionnel du Liban, par un besoin de rendre ce chant apte à être harmonisé. Le bilan grammatical et esthétique de ces mutations est loin d'être convaincant. La mutilation phonologique de ces chants et leur arrachage à leur grammaire générative traditionnelle originaire par les soumettre comme des jeux exotiques à une grammaire qui leur est intrinsèquement étrangère constitue un exercice qui peut plaire à un public enchanté par la globalisation. Mais cette réification peut difficilement être tenue pour être un progrès culturel, si tant est que le darwinisme puisse prétendre à nommer la culture. Merci. Donc, je remercie Hayef pour son intervention. Et je pense que les questions vont être regroupées à la fin, n'est-ce pas? Oui, pas de problème. Bien, donc nous allons passer la parole à Rassen Sahab. Donc, Rassen Sahab, pour son intervention intitulée « L'échelle musicale du Mashriq telle qu'elle est implémentée sur le Qanoun sans levier dans les enregistrements de Mohamed Al-Aqad Kabir ». Alors, Rassen, outre le fait d'être un excellent instrumentiste, est doctorant en ethnomusicologie à l'Université Paris-Ouest Nanterre, chargé de cours de musique et musicologie à la faculté de musique et Antonine et à l'Université libanaise américaine. Il est chercheur affilié au Centre de recherche sur les traditions musicales à l'Université Antonine. Donc, je lui cède la parole. Bonjour à tous. Je commence alors. Le titre de cette communication, c'est l'échelle musicale du Mashriq telle qu'elle est implémentée sur le Qanoun sans levier dans les enregistrements de Mohamed Al-Aqad Kabir. Le sujet de cette communication, c'est le système d'accordage employé au Qanoun sans levier par Mohamed Al-Aqad Kabir au début de l'ère discographique en Égypte pour élaborer les auteurs mélodiques constitutives des échelles, des maqams usités dans la tradition musicale artistique du Mashriq issu de la Nahda. Un qanoun sans levier ayant les auteurs fixes, comme vous voyez dans la photo ici, c'est un qanoun qui est sans levier, qui est préservé dans le musée MIM à Bruxelles. Alors, ayant des auteurs fixes signifie que le maître établit par l'accordage des cordes l'échelle de base spécifique du mode de la wasla qu'il va interpréter. À partir de cet accordage, il va construire sur le vif de la performance les notes modulantes dont il a besoin pour élaborer son discours modal en recourant souvent au procédé du rafr, c'est le raccourcissement des cordes par appui digital de la main gauche, à côté gauche de la corde. Alors, ceci est pour altérer la hauteur de certains degrés. Évidemment, cette technique avait ses limites si nous la comparons à celle utilisée ultérieurement sur un qanoun muni de levier. Mais justement, cette fixité des cordes devrait nous aider à retrouver un témoignage historique de la structure scalaire des maqams de cette époque. Alors, cette communication vise à faire une mesure de l'échelle mélodique des maqams qui appartiennent à l'échelle zalzalienne utilisée à l'époque de la Nahda et qui ont été enregistrés au début du XXe siècle.
il est nécessaire de rappeler quelles étaient les différentes divisions de l'échelle proposées par les théoriciens arabes dans l'histoire. Alors, on voit ici dans le tableau les différentes mesures proposées par les différents théoriciens de l'époque abbasside, Al-Farabi et Avicenna, et puis au 19e siècle, Mohammed al-Attar, puis au 20e siècle, au début du 20e siècle, Ali Darwish, et puis au congrès de la musique arabe au Caire en 1932. Alors, on se basera ici en premier lieu sur la mesure des intervalles du tétrachorde inférieur de l'échelle zalzalienne, soit une échelle composée de tons et 3/4 de ton, alors seconde majeure et seconde moyenne. Ces 3/4 de ton n'étant pas égaux, on distinguera donc dans la tétrachorde inférieure la seconde moyenne inférieure qui est ici SMI et la seconde moyenne supérieure qui va être SMS. Ou le degré mi-demi bémol, c'est ce qui sera l'objet de nombreuses fluctuations. Alors, avec Al-Farabi, à l'époque abbasside, il proposait une mesure de 12/11 de la SMI, la seconde moyenne inférieure, qui donnera une mesure de 151 cents, et cela nous donne une SMS, c'est la seconde moyenne supérieure de 88/81, qui sera 153 cents pour la seconde moyenne supérieure. Avicenna nous donne une mesure différente de la mesure d'Al-Farabi pour la SMI de 13/12, alors 139 cents. Et la SMS sera de 22/21, qui sera 155 cents. Au 19e siècle, Mohammed al-Attar propose une mesure égale des secondes moyennes inférieures et supérieures. Alors, ça sera de 147 cents si c'est l'accordage pythagoricien, et 150 cents si c'est l'accordage tempéré. Ali Darwish, au début du 20e siècle, il prendra l'unité de mesure de comma holdérienne. Alors, pour la SMI, il donne une mesure de 7 commas qui sera 158 cents. Et pour la SMI, pour la SMS, la supérieure, il donnera une mesure de 6 commas, alors 136 cents. Et pendant le congrès du Caire, la commission de l'échelle musicale commence et part de la théorie de 24 quarts de ton égaux. Alors, elle s'appuie sur la théorie proposée par Mohammed al-Attar au 19e siècle. Les points d'intersection entre ces différentes théories. Alors, on voit une intersection avec Ali Darwish et Al-Farabi, la division de Ali Darwish et Al-Farabi, qui donne une mesure de la seconde moyenne inférieure qui est plus grande que la seconde moyenne supérieure. Aussi, il y a une intersection entre la commission de l'échelle musicale du congrès de Caire et la théorie proposée par Mohammed al-Attar, ce qui est donnant une SMI égale à la SMS. Ce qui est différent de toutes ces théories précédentes, c'est la mesure donnée par Avicenna, qui est le seul à donner une mesure plus petite pour la seconde moyenne inférieure, qui est plus petite que la seconde moyenne supérieure. Les questions de cette recherche, alors, dans les interprétations de Mohammed al-Ahad enregistrées au début du XXe siècle, est-ce que les intervalles de l'échelle de base sont les mêmes dans différents maqams? Est-ce que la SMI, alors Ré, Mi, demi bémol,
et la SMS, mi demi bémol fa, sont égaux, quelles sont les différences dans le système d'accordage utilisé par Mohamed Al-Aqad selon le maqam? L'hypothèse, alors cette communication suppose que dans la pratique musicale du Mashriq, la modalité scalaire suit la modalité formulaire qui est le sayr, le parcours mélodique, qui dépend elle-même en partie de la loi d'attraction. Cela nous donne une fluctuation du degré siga, alors de la seconde moyenne, du degré siga entre les pôles du tétracorde dans certains maqams et une fluctuation entre la tonique et la teneur dans d'autres maqams. Nous allons voir ces résultats selon l'analyse qu'on a fait dans cette recherche. Alors, l'analyse des enregistrements de Mohamed Al-Aqad. La première étape, c'est de mesurer la fréquence moyenne de l'échelle à l'aide du logiciel Melodyne. La deuxième étape était de calculer la valeur logarithmique des intervalles selon le rapport des fréquences. Et la troisième étape, c'est la mesure des intervalles de l'échelle de chaque maqam. Nous allons voir ici l'analyse qu'on a fait à l'aide du logiciel Melodyne. Alors, ici, c'est une analyse d'un taqsim sur le mode Drast. On a choisi les enregistrements de taqsim parce que le son, il n'y en a que le son de l'instrument qui est très clair. Et alors, on peut mesurer les intervalles clairement. Ici, on a pu mesurer, on a trouvé plusieurs fréquences pour la même note, ce qui est normal on peut les voir dans les logiciels. Et on a tiré la fréquence moyenne ici pour chaque note de l'échelle. Et puis, alors, par le rapport et le ratio de ces fréquences, on a pu tirer les mesures logarithmiques enceintes pour essayer de découvrir l'accordage et les intervalles employés par ce maître. Alors, voici les mesures du maqam Rast. Ici, on peut voir que la seconde majeure est de 200 cents sur 199. La seconde moyenne inférieure est de 159 cents. La seconde moyenne supérieure ici est de 146 cents.7. Alors, c'est ici la seconde moyenne inférieure est plus grande que la seconde moyenne supérieure. Dans l'analyse du taqsim Bayati, enregistré par la compagnie Gramophone, on commence par la seconde moyenne inférieure qui est de 152 cents, qui est plus petite que la seconde moyenne supérieure ici de 161 cents. Ici, le ton majeur entre le Fa et le Sol est de 191 cents, ce qui nous donne une Fa qui est augmentée. Et cela a été mentionné par Tawfiq Sabbar en parlant du maqam Bayati. Il parle du jharka qui est augmenté un tout petit peu. Alors, ce sont les mesures du maqam Bayati. Ici, on peut voir que le si, la corde si est accordée comme si bémol qui est diminué ici en formant un intervalle de 81 cents avec le la. Et le si demi bémol est altéré alors en utilisant la technique de Afiq, ce qui donne une mesure de 179 cents.
Cela nous montre que si on prend le tétracorde Sol-Do, alors ça sera le maqam rast ici sur Sol. Alors il produit rast sur Sol en formant une seconde moyenne qui est l'inférieure, qui est plus grande que la seconde moyenne supérieure entre La, Si, demi bémol et Si, demi bémol, Do. En passant sur les résultats du maqam Siga, ici on peut voir que alors la tonique est le mi demi bémol ici, la tonique du maqam. Alors on commence ici. La seconde moyenne entre mi demi bémol et fa, c'est de 144 cents. Et cela qui est plus petit que la seconde moyenne ré demi bémol, ré mi demi bémol. On a pris les notes similaires au mode rast ici, l'échelle qui est similaire au mode rast parce que ils forment le même noyau si on peut parler du sémiotique modal ici. De ces maqams. Alors, le rast et le siga qui appartiennent au même noyau. Ici, on peut voir que la seconde moyenne inférieure qui est plus grande que la seconde moyenne supérieure. Si on passe aux mesures du maqam Saba, ici, on peut tirer les fréquences suivantes, les intervalles suivants. Alors, ici, il a joué ce maqam sur Sol et pas sur Ré, mais ici, la seconde moyenne inférieure, c'est de 158 cents, alors que la seconde moyenne supérieure, c'est de 148 cents. Ici, la seconde moyenne inférieure qui est plus grande que la seconde moyenne supérieure. On va parler des conclusions et qu'est-ce qu'on peut tirer de toutes ces mesures qu'on a faites. Alors ici, on a créé un tableau qui montre l'échelle de base et les différences entre les intervalles en fonction du maqam. Ici, on peut les voir selon le mode rast, bayati, siga et saba. La représentation sonore de l'échelle de chaque maqam. Alors, on a reproduit les mêmes mesures produites par Mohamed Al-Aqad pour pouvoir écouter ça. Alors, c'est le maqam rast. Ici, la seconde moyenne, le mi demi bémol qui est plus haut que la seconde moyenne inférieure qui est plus grande que la seconde moyenne supérieure. Dans le maqam bayati, la seconde moyenne inférieure est plus petite que la seconde moyenne supérieure. Dans le maqam siga, alors le ré mi demi bémol qui est plus grand que le mi demi bémol fa ici. Et alors dans le maqam saba, aussi la seconde moyenne inférieure qui est plus grande que la seconde moyenne supérieure. Alors dans le maqam bayati, c'est le seul maqam dans lequel on a une seconde moyenne inférieure qui est plus petite que la seconde moyenne supérieure. Ce qu'on peut tirer ici, alors, la position de la seconde moyenne en fonction du mode selon les enregistrements étudiés. Dans le mode rast, la seconde moyenne inférieure est de 159 cents, qui est plus grande que la seconde moyenne supérieure de 146 cents. Donc, le mi demi bémol est attiré vers le pôle supérieur du tétracorde do fa.
Dans le mode Bayati, la SMI est de 152 cents, qui est plus petite que la SMS, étant 161 cents. Donc, le mi demi-bémol est attiré vers le pôle inférieur, qui est le tonique ici du tétracorde Ré-Sol. Dans le mode Siga, la SMI est de 151 cents et la SMS est de 144 cents. Alors, le mi demi-bémol est attiré vers le pôle supérieur de la tétracorde Do-Fa, soit le même noyau du mode Rast. Alors, le Do-Fa de l'échelle de base Sulam al-Pardat. Et dans le mode Saba, la SMI est de 158 cents, qui est plus grande que la SMS étant de 148 cents. Donc, le mi demi-bémol est attiré vers la teneur ici, qui est le Fa du mode Saba. À propos du système d'accordage employé par Mohamed Al-Aqad, nous pouvons voir ici qu'il applique le système d'accordage selon les cartes et des quintes, mais avec des variations minimes. Ici, on peut voir que le Do-Fa dans le Maqam Rast, le Fa est un peu augmenté de 7 cents. Le Do-Sol ici est une quinte juste. L'octave est augmentée de 5 cents. Ici, la carte Sol-Do est augmentée aussi de 5 cents. Et la quinte Fa-Do, elle est diminuée d'un seul cent. Alors, dans le Maqam Bayati, la carte Ré-Sol est augmentée de 6 cents. La quinte Ré-La elle est une quinte juste qui est augmentée seulement d'un seul cent, et l'octave qui est augmentée de 6 cents. Dans le maqam, dans le mode Siga, ici on voit que la carte, ici le Fa est diminué de 5 cents. Alors ce qui fait la seconde moyenne mi demi-bémol Fa. Alors la mi demi-bémol Fa sont proches, et la quinte Do-Sol est de 700 cents, alors que ici l'octave est de 1200 à peu près. Les observations ici. Alors, on observe donc que Mohamed Al-Aqad accorde les cartes, selon les cartes et les quintes avec des petites variations. Parfois, on a une carte qui est augmentée comme le Maqam Rast Bayati, et parfois on a une carte diminuée comme le Maqam Siga. Alors, c'est le Fa qui est diminué. Alors que dans l'accordage du Maqam Saba, ce qui est remarquable dans l'enregistrement étudié, c'est que Al-Aqad a accordé l'échelle du Maqam Rast avec une mi demi-bémol qui est augmentée, et il modifie la note Saba, qui est le Sol bémol, et la note Shahnaz, le Ré bémol à l'octave, par le technique de Afr. C'est selon l'enregistrement qu'on a étudié. Cela nous conduit à demander d'autres questions ici en relation avec les conditions de la session d'enregistrement, sachant que beaucoup d'enregistrements instrumentaux à l'époque ont été réalisés durant la pause du chanteur. Alors, peut-être il a laissé l'accordage selon le Maqam Rast, et il a joué le Maqam Saba. Une autre question qui peut se poser ici et qui peut être vérifiée par d'autres recherches: est-ce que cet accordage est appliqué toujours lorsque Al-Aqad voulait jouer le Maqam Saba? Cela doit être étudié ultérieurement.
Les points d'intersection avec les théories, alors d'après les mesures qu'on a réalisées, après la mesure d'un nombre d'enregistrements de Mohamed Al-Aqad, nous trouvons que dans les modes Drast et Siga et Saba, on a les phénomènes d'attraction suivants. Le mi demi-bémol est attiré vers le pôle supérieur, qui est le Fa, du tétracorde do Fa, en formant une seconde moyenne inférieure qui est plus grande que la seconde moyenne supérieure. Ceci semble donc être conforme avec les théories d'Al-Farabi et Ali Darwish, alors que dans le mode Bayati, le mi demi-bémol est attiré vers le pôle inférieur, qui est le Ré, qui est la tonique, du tétracorde Ré-Sol, en formant une seconde moyenne inférieure plus petite que la seconde moyenne supérieure, ce qui semble être conforme avec la théorie d'Avicenne. Nous pouvons conclure que, d'après la mesure des intervalles produits par Mohamed Al-Kabir, selon les enregistrements du début de l'ère discographique, nous pouvons conclure que Mohamed Al-Aqad accorde son instrument selon le système des quartes et des quintes. Les intervalles de l'échelle de base zalzalienne définis par les fluctuations du degré Siga sont différents en fonction du maqam. Il y a une fluctuation de la seconde moyenne en fonction du pôle le plus proche du degré Siga. Juste pour conclure, ce qui peut être le sujet de prochaine étude, c'est une étude sémiotique approfondie du parcours mélodique de ces maqams en but d'élaborer la diversification de la modalité scalaire en fonction de la modalité formulaire. Merci. Bien, donc je voudrais remercier donc à la fois Hayef et Rassen pour ces deux communications dont le sujet est particulièrement intéressant en ce sens où ce type d'étude est particulièrement intéressant pour la mise en exergue pratique d'éléments relatifs à la spécificité culturelle dans les différents cercles en fait de spécificité, à la fois la spécificité culturelle du langage modal, la spécificité culturelle modale des degrés des échelles modales elles-mêmes, la spécificité en termes de différenciation des degrés suivant les échelles, mais également la spécificité des langages régionaux pour une même échelle. Donc ce type de recherche est particulièrement, apporte un éclairage particulièrement précis et particulièrement parlant. Et nous allons donc pouvoir passer maintenant à une communication qui va apporter une étude pratique du Bashraf Mourabba Bayeti, c'est celle de Madame Marie-Thérèse Semam. Donc, sa communication s'intitule « Essai d'une grammaire générative pour le Bashraf Mourabba Bayeti de la tradition musicale artistique du Mashriq à partir d'enregistrements du début de l'ère discographique ». Donc, Madame Marie-Thérèse Semam est titulaire du diplôme d'études approfondies de musique et musicologie de l'Université Antonine et elle effectue ses recherches sous la direction de Nida Abou Mourad. Donc, je suis sûre qu'elle est particulièrement précise dans ses travaux. Je lui cède donc la parole. En remerciant les organisateurs de ce colloque, surtout le professeur Nida Abou Mourad, pour m'avoir donné l'occasion de participer à cet événement exceptionnel d'échange et de partage de connaissances et de travaux de recherche. Alors, la communication que je vous présente aujourd'hui est intitulée « Essai d'une grammaire générative pour le Bashraf Mourabba Bayati de la tradition musicale artistique du Mashriq à partir d'enregistrements du début de l'ère discographique ». L'objectif de cette communication consiste à fournir une description du processus compositionnel inhérent au Bashraf Mourabba Bayati qui représente une composition instrumentale cyclique attribuée anonymement à une origine arabe du Mashriq. La documentation des écrits arabes du XXe siècle ne nous offre presque aucune description du processus compositionnel propre à cette forme instrumentale, hormis la seule mention de l'existence d'une alternance entre des segments variables dénommés khana et un segment fixe qui est le taslim. La problématique qui se pose ici consiste en une oscillation épistémologique
entre l'identification de l'acte compositionnel de ce type de pièce instrumentale à un processus arbitraire transcendant toute modélisation et entre l'assujettissement de ce dernier à des règles traditionnelles strictes de composition. L'hypothèse affirme l'existence d'un ensemble restreint de règles compositionnelles qui sont de nature grammaticale, et ce, conformément au point de vue de la théorie sémiotique modale élaborée par Nida Aboumrad. En fait, cette théorie suppose l'existence d'une grammaire générative propre à ce bashraf, donc d'un ensemble de règles grammaticales permettant de décrire et de prédire de nouvelles compositions de ce type. Alors, cette théorie va permettre de fournir une description grammaticale sous-jacente de cette composition, tout en l'assimilant à une phrase dans laquelle se développent des phrases dérivées par récursivité et divers processus transformationnels. D'ailleurs, ceci va ouvrir la voie à une réécriture grammaticale générative du Bashraf Murabba Bayati sur le double plan du composant morphophonologique rythmico-mélodique et du composant syntaxique modal. La vérification de cette hypothèse nécessite l'utilisation d'une méthodologie analytique basée sur la théorie sémiotique modale. Ainsi, la première étape consiste à sélectionner et à documenter les enregistrements cibles de ce bashraf, puis à effectuer un travail de transcription de la mélodie suivant deux approches éthiques et émiques. La transcription éthique fournit une présentation détaillée et non hiérarchisée de l'énoncé musical. Elle est effectuée suivant une double approche paradigmatique qui tient compte des variantes au sein d'un même enregistrement et synoptique qui prend en considération les variantes entre différents enregistrements de la même œuvre musicale. Quant à la transcription émique, elle présente ici l'énoncé musical en fonction d'unités hiérarchisées et fonctionnelles qui sont les notes focales. Elle consiste tout d'abord à élaborer une version émique détaillée à partir d'une sorte de PGCD et variantes éthiques préalablement transcrites, puis à élaborer une version émique focale qui repose sur un processus de sélection des notes focales qui constituent les phonèmes mélodiques de cette monodie. La troisième étape consiste à effectuer une réécriture grammaticale générative transformationnelle de la monodie du composant morphophonologique rythmico-mélodique dont la représentation va prendre une forme algébrique matricielle. Et la quatrième étape s'identifie à une réécriture transformationnelle du composant syntaxique modal dont la représentation va prendre une forme algébrique qui est vectorielle. La sélection des enregistrements. 4 versions du Bashraf Murabba Bayati sont ici étudiées, toutes enregistrées sur disque 78 tours avant 1932, c'est-à-dire durant l'époque de l'Anada. J'aimerais vous faire entendre la première version qui représente un enregistrement réalisé par Sami Shawa sur le violon, Abdelhamid Al-Qoudabi sur le qanon.
La transcription éthique a consisté à écrire en détail des parties du violon et du canon pour le premier enregistrement et uniquement la partie du violon pour les 3 autres enregistrements, puis à les superposer toutes dans une même représentation synoptique. La transcription émique a consisté tout d'abord à élaborer une version émique détaillée en guise de PGCD des variantes éthiques établies au préalable. Ensuite, il a fallu établir une version émique focale axée sur l'identification des notes vocales qui sont portées par les pulsations. En fait, le processus d'identification des notes vocales s'est basé en premier lieu sur l'analyse rythmique. En l'absence d'un texte chanté, la définition des unités métriques minimales ou pulsations a reposé sur la syllabation instrumentale qui s'identifie aux frappes syllabées doum et tak du cycle percussif rythmique. Pourtant, il existe plusieurs descriptions rythmiques du cycle Murabba qui sont fournies d'une part par les théoriciens à l'instar de Mohamed Kamel al-Khula'i et de Salim al-Hello et d'une autre part par les enregistrements qui incluent un jeu instrumental percussif. En conséquence, plusieurs versions émiques focales ont été élaborées et qui sont toutes différentes. D'ailleurs, l'identification de la version émique focale la plus pertinente a exigé la prise en compte également de l'analyse mélodique sous-jacente qui recourt à la catégorisation nucléaire sous-jacente des notes au niveau de la surface monodique. D'ailleurs, nous avons dépisté un changement nucléaire pertinent au niveau des frappes décrites par les théoriciens et également au niveau des frappes supplémentaires entendues dans les enregistrements qui figurent au niveau du 6e et du 7e temps. Par suite, nous avons identifié ces frappes à des unités métriques pertinentes, porteuses de notes vocales. En somme, 8 unités métriques syllabées ou pulsations sont identifiées dans la version proposée. Celles-ci sont encodées par le biais des 2 pieds métriques mafa'il et mafa'ilun qui correspondent au mètre Hazaj. En fait, la transcription rythmique de mafa'il relève de 4 pulsations, une noire, 2 blanches et une noire, alors que la transcription rythmique de mafa'ilun relève d'une noire et de 3 blanches. Quant à la réécriture morphophonologique rythmico-mélodique de toutes les sections de ce bashraf, elle se base au niveau phonologique sur une analyse métrique et rythmique qui est de type quantosyllabique, c'est-à-dire qui identifie les unités métriques minimales aux syllabes percussives quantitatives, et au niveau morphologique sur une analyse rythmique Oxoc. Cette réécriture donne lieu à une double représentation algébrisée où la deuxième représentation correspond au déploiement compositionnel du taslim et en particulier la deuxième mesure de celui-ci. La réduction nucléaire de la monodie au niveau phonologique se base sur la substitution en notes focales de leur trait nucléaire phonologique sous-jacent qui consiste dans l'appartenance à l'un des 2 noyaux alpha ou bêta. Alpha étant le noyau principal qui comprend les degrés du rang impair et bêta étant le noyau secondaire qui comprend les degrés du rang pair. Cette même méthode de réduction nucléaire est appliquée ensuite au niveau morphologique, aux notes focales inhérentes aux unités morphologiques métasyllabiques Oxoc. Alors, voici la double réduction nucléaire du taslim. Cette réécriture prend en considération la présence d'une section commune, SC, entre la première khana et le taslim, qui correspond à une formule d'intonation quintoyante, ayant pour base nucléaire la structure fondamentale SOF, qui correspond à la ligne nucléaire alpha-bêta-alpha. La section commune qui est mise en exergue également au niveau de la deuxième khana, suite à la réduction nucléaire de celle-ci, la présence d'une formule d'intonation cartoyante au niveau de la première khana et qui correspond à la SOF inverse.
Trois versions du taslim sont identifiées dans ce bashraf. T1 qui précède la répétition de la première khana, T2 qui précède la deuxième khana ou la réitération de celle-ci, et TF qui conclut le bashraf. La réécriture de la première mesure est identique entre les trois versions du taslim, tandis que la réécriture de la deuxième mesure diffère d'une version à une autre. Alors voici la réécriture de chacune des sections inhérentes à ce bashraf qui découlent des données précédentes et qui permettent d'illustrer les transformations de la structure sous-jacente vers la surface monodique. Alors voici la réécriture du taslim. Et voici la réécriture de la première khana, ainsi que de la deuxième. La réécriture transformationnelle morphosyntaxique ouvre la voie à une description du déploiement compositionnel de cette œuvre à partir de sa structure profonde vers sa structure de surface. Cette réécriture commence par un transcodage vectoriel qui substitue à chaque couple de noyaux sous-jacents successifs l'un des 4 vecteurs sémiophoniques modaux suivants. Le vecteur question Q, le vecteur réponse R, le vecteur prolongation primordiale P, ou bien le vecteur prolongation suspensive S. Puis ce transcodage consiste à délimiter les sections dans chaque partie, donc à identifier les phrases musicales dans chaque section. La réécriture morphosyntaxique du taslim est envisagée à partir de la mélodie type Bayati Ajami décrite dans l'épître de Mashaka et en particulier la partie descendante de celle-ci qui correspond à la structure profonde du taslim. La réduction vectorielle de cette partie engendre les 6 vecteurs suivants. En fait, l'élaboration de cette partie descendante correspond à un prolongement à gauche des deux derniers vecteurs Q et R qui sont inhérents à la dichotomie originale de la structure fondamentale de cette mélodie type. D'ailleurs, le déploiement compositionnel du taslim, et en particulier la première mesure, correspond à un prolongement récursif à gauche de ces deux vecteurs. Alors, on envisage que cette mesure se ramifie à partir des 4 premiers vecteurs inhérents à la mélodie type descendante décrite par Mashaka. Pourtant, le déploiement de la deuxième mesure correspond à un prolongement à gauche et à droite des deux vecteurs principaux Q et R, où Q se prolonge à gauche et engendre une section intercalaire facultative dénommée SIF, qui consiste en une gradation mélodique descendante, tandis que R se prolonge à droite tout en engendrant la section finale, SF, qui est ouverte dans T1 et dans T2, et fermée dans TF. Il semble que l'élaboration des deux khanas se manifeste à partir de la section commune qui correspond à la dichotomie originelle de la structure fondamentale, SOF, donc à partir des deux premiers vecteurs Q et R. L'élaboration de la première khana qui renferme deux mesures quasi identiques, K1A et K1B, se manifeste par un prolongement à gauche de SC dans chacune des deux mesures, d'où sa réécriture morphosyntaxique. La deuxième khana est faite de deux mesures distinctes, K2A et K2B. L'élaboration de la première mesure consiste en une prolongation récursive à gauche de SC. Quant à l'élaboration de la deuxième mesure, elle se manifeste par une prolongation récursive à droite de cette section commune, tout en engendrant deux sections. La première, K2B ouverte, et la deuxième, K2B qui est fermée. En conclusion, l'analyse qui précède a permis d'illustrer un ensemble restreint de règles compositionnelles grammaticales qui s'identifient à la grammaire générative de ce bashraf. Ces règles concernent le composant morphophonologique rythmico-mélodique qui est en rapport avec le cycle rythmique et la métrique poétique arabe, de même que le composant syntaxique modal en rapport avec le déploiement compositionnel de la monodie à partir de sa structure profonde originelle vers sa structure de surface.
Cette première étude axée sur une seule composition ouvre la voie à des études analytiques ultérieures sur d'autres œuvres instrumentales dotées de cette même forme cyclique afin de valider l'existence d'une grammaire générative propre à cette forme traditionnelle tout en tenant compte des implémentations particulières inhérentes au monde et au cycle rythmique. Cette recherche est appelée à se compléter d'une automatisation informatique de ce type d'analyse modélisatrice et d'une réflexion sur une automatisation possible de la composition dans ce style traditionnel tout en recourant au deep learning. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie Madame Marie-Thérèse Semam pour sa communication, fort intéressante également, et pour j'ai l'occasion pour remercier encore une fois Nidé aussi pour cet outil d'analyse qu'il nous a offert. Je pense que nous allons passer aux questions, sauf qu'il me semble que je n'en ai pas pour le moment. Donc, quelqu'un aurait-il une question? Cher collègue, Monsieur Hassan, la partie que vous avez analysée, le maqam Saba, le 4e degré, vous avez mis un intervalle de 145, je crois. Et ce n'est pas un second. Oui, est-ce que vous pouvez reprendre votre question? J'ouvre le tableau ici. Si vous pouvez me montrer le tableau de nouveau, l'analyse, surtout concernant le maqam Saba. Oui, oui, ok. Voilà. Maqam Saba. Est-ce qu'on a oui. 145, je pense. Ré, mi, fa, sol, c'est 145. Donc 48, c'est la carte. Oui, si bémol, do bémol. Oui. L'intervalle entre si bémol, do bémol, c'est 145, oui? Oui. Donc ce n'est pas un seconde mineur, c'est un seconde moyen. Oui, oui. C'est seconde moyenne, oui, oui. Je suis d'accord. On peut l'écrire donc do demi bémol. Oui, oui. Je suis d'accord avec vous. Je pense que vous avez proposé avec cette analyse une nouvelle définition pour la structure zalzalienne ayant l'aspect de Saba. C'est tout d'abord seconde moyen, seconde moyen, seconde moyen. Que pensez-vous? Oui, ça, c'est d'après un seul enregistrement. Nous avons besoin de mesurer plusieurs, je pense, plusieurs enregistrements pour tirer une conclusion à propos de ce maqam. Merci. Voilà. Bien, donc j'ai une question de Anas pour Hassen. Alors je lis la question. Qu'est-ce que tu appelles des cartes quintes justes? J'imagine que c'est dans une échelle tempérée puisque toutes les unités utilisées sont enceintes. Pourquoi ne pas prendre comme repère la quinte 3/2, la carte 4/3? Cela ne donnerait-il pas une autre lecture de ces analyses? Donc c'est pour Hassen. Merci pour votre question, cher collègue. Alors ici, je voudrais juste faire une étude, mesurer et voir les nuances et les différents intervalles pour les cartes et les quintes. Et j'ai trouvé que parfois la carte est augmentée de 7 cents, parfois la quinte est diminuée. Et, je voudrais juste montrer une analyse et une mesure précise de ces mesures enceintes. C'est pour cela que je n'ai pas utilisé les 3/2 et 4/3. Je n'ai pas d'autres questions. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je constate que divers logiciels de calcul des fréquences, de mesure des fréquences, donnent des résultats relativement différents. Il est difficile de mesurer avec précision des cordes. En plus, l'accord des cordes dépend de la nature des cordes et de l'harmonicité des cordes. Je trouve que les différences auxquelles qu'on nous a montrées, les différences enceintes, sont vraiment très petites. Et il faut se méfier de ça. D'abord, il faudrait essayer plusieurs logiciels de mesure des fréquences
pour voir s'ils concordent entre eux. Et il faudrait aussi se poser des questions sur notamment l'accord des quartes justes et des quintes justes, qui dépend relativement nettement de la fabrication des cordes. Donc ça, c'est une remarque générale. Et quant aux propositions de Al-Farabi et de Avicenne, il faut bien voir que celles-là sont faites sous forme de ratio, donc de fractions numériques, parce que les théoriciens de ces époques n'étaient pas en mesure de penser des rapports de fréquence comme nous les pensons maintenant. Donc ils ne pouvaient les exprimer que sous forme de ratios et de ratios de chiffres relativement faibles, et donc ils arrivent presque nécessairement à ces valeurs que vous voyez et qui, en particulier, ne peuvent pas donner des tierces neutres égales ou des secondes neutres égales. Il n'est pas possible de produire une racine carrée de la tierce mineure. Donc on voit bien que la tierce mineure que vous nous présentez là, dans toutes les mesures que vous avez données tout au début, sont en fait égales à la quarte juste de 498 cents, diminuée de la seconde majeure de, je pense, 9/8, 200 et reste, 286, si je ne me trompe pas, non, 284 cents pour la tierce mineure, et c'est une simple soustraction qui se divise en deux, en 2 fois 147 cents. Tout ça, ce sont des réalités arithmétiques, mais peut-être pas des réalités musicales. Donc je pense qu'il faudrait d'abord utiliser plusieurs fréquences mètres, et puis d'autre part, ne pas accorder une confiance excessive aux mesures en cents, qui sont évidemment tout à fait exactes, mais qui ne correspondent pas du tout à la pensée d'avant les logarithmes, c'est-à-dire d'avant le XVIIe siècle. Merci Ferial de cette présidence de séance, merci beaucoup. Juste une petite intervention concernant l'affaire soulevée par Ayaf Yassine concernant les intervalles du sabbat. C'est très intéressant de pouvoir avoir 3 secondes moyennes qui se suivent. Ce n'est pas, c'est bien. Et si c'est perceptible dans la pratique, et à ce moment-là, en fait, c'est comme si, bon, on a un hijaz sur le sharka, un hijaz à l'ancienne, et c'est tout à fait intéressant. Donc, en fait, ce qui est intéressant, que ce soit dans votre communication, et celle de Rassan Sahab, c'est que les intervalles sont là, ce ne sont pas des intervalles théoriques, ce sont des intervalles qui correspondent à une réalité qu'on est en train d'observer, et c'est loin des théorisations pythagoriciennes et de toutes les constructions hellénistiques. C'est plutôt la réalité telle que la vivent d'une manière émise. Je pense que ce serait bien que nous poursuivions le débat donc à 16h15 heure de Beyrouth ou 15h15 CET, donc pour la 4e séance qui est une table ronde. Il faudra que nous nous reconnections à partir du lien spécifique de cette. Et merci beaucoup, Félix, encore une fois, d'avoir pris la peine de diriger cette séance, cette session. Et merci à nos 3 intervenants qui ont fait un travail remarquable. Merci à vous. À tout à l'heure, donc. À tout de suite.